Bonjour. Donc avec Luc, on va vous présenter une communication sur le mérite des footballeurs. Donc avant de commencer, juste un petit aparté. Donc vous voyez, il y a pas mal d'images. Et en fait, c'est mon co-auteur Luc qui, depuis qu'il a collectionné les images Panini lors de la Coupe du Monde 1970, il ne peut plus s'en passer. Donc voilà, voilà. Et vous allez voir que sur sa partie, ça continue. Hop, voilà. Donc ça va se décomposer en deux parties. Moi, je vais vous parler de la concurrence que subissent les jeunes footballeurs et les footballeurs pendant leur carrière, et puis deux effets de cette concurrence. Alors évidemment, il y en a plus. On a choisi de se concentrer sur quelques points, mais voilà, vous verrez, ça c'est sur notamment la durée de carrière et sur l'effet d'âge relatif, c'est-à-dire la probabilité de devenir footballeur en fonction de son mois de naissance. Et puis Luc vous présentera, du moins il ira un peu plus dans le vif du sujet, sur le salaire des footballeurs, sur leur carrière salariale, notamment à travers la segmentation du marché du travail et puis l'effet superstar. Donc alors, moi je vais commencer sur la concurrence que subissent les jeunes footballeurs lors de leur sélection. Ouais, je vais essayer. Ah, c'est mieux comme ça? Ouais. Et si c'est allumé, non? Bon. Ah bon, d'accord. Ça va mieux là? Oui, en effet, ça va mieux. Donc voilà, ce petit graphe représente un petit peu comment se passe la sélection des jeunes footballeurs entre l'âge de 7 ans et l'âge de 13 ans. En gros, vous voyez au centre du cercle, il y a un club local phare qui recrute tous les jeunes footballeurs autour dans les petits clubs qui sont dans sa zone d'influence. Et en fait, les centres de formation des clubs professionnels viennent recruter directement dans le club local phare. Donc ça se passe à peu près partout comme ça, et notamment en Île-de-France. Alors, justement, pour voir la difficulté un petit peu de recrutement et l'épuration et la concurrence qui règne entre jeunes, je vous ai mis un petit encadré où on voit qu'en U11, c'est-à-dire U c'est under, hein, c'est moins de 11 ans, en fait, il y a 88 000 jeunes qui jouent au foot pour une génération donnée. Donc, en U13, là où ils commencent à être sélectionnés par les centres de formation, ils sont à peu près 84 000. D'accord ? Donc, en gros, le maximum du nombre de joueurs se situe entre U11 et U13. D'accord ? Donc, on voit que ces joueurs-là, ils sont sélectionnés par les clubs professionnels quand ils ont 13 ans. D'accord. Ils vont dans les pôles espoirs en général. Donc les pôles espoirs, c'est en fait pour chaque région, en gros, on sélectionne les meilleurs joueurs. Donc c'est la préformation quand ils sont en troisième ou en quatrième et en troisième. Et ensuite, ils rentrent dans les centres de formation en U16. Donc à peu près 400 joueurs rentrent dans les 36 clubs agréés, 36 centres de formation agréés chaque année. Donc en U16, là, aujourd'hui, donc c'est la génération 2006, ils sont à peu près 400 en seconde dans les centres de formation. Au même moment, il y a, parmi ces 400 jeunes, il y en a 22 qui jouent en équipe de France U16, d'accord ? Et parmi ces 22, la probabilité de devenir footballeur, il n'y en a que 10% qui deviendront footballeurs, puisque les autres seront écrémés. Donc il y a 40 joueurs pros, donc ce qui représente 0,05% des 88 000, d'accord ? Et parmi eux, simplement, entre 0 et 5 deviendront un jour joueurs de l'équipe de France. Donc vous voyez, la concurrence est terrible. Alors, je continue. Donc cette concurrence, elle est liée également au problème d'identification des talents. Alors, moi j'ai appelé ça une concurrence culturelle, mais c'est un gros problème qui peut se résumer en 4 points. Donc c'est souvent des sociologues anglais qui ont travaillé sur ces... Donc le premier point, c'est la structure des ligues chez les jeunes. Comme je vous ai montré, le recrutement avec le club phare local qui fait de la prédation sur les clubs autour, en fait, il y a plein de joueurs qui échappent, en fait, parce que soit ils jouent pas au foot à 7 ans, par exemple, soit ils sont pas assez physiques, etc. Donc il y a plein de joueurs qui échappent déjà à la détection à ce moment-là. Deuxième point, c'est que les recruteurs des clubs professionnels
propose souvent des joueurs en fonction à la fois, évidemment, des besoins de la philosophie du club. Par exemple, le centre de formation de Lyon n'a pas du tout la même philosophie de recrutement que les centres de formation de Troyes ou du Havre, etc. Mais les joueurs sont également confrontés aux idées préconçues des recruteurs, puisque les scouts, en fait on appelle ça les scouts, hein, les scouts des clubs professionnels ont des idées très préconçues sur ce que doit être un footballeur professionnel. Et donc en France, le problème, c'est notamment, on sélectionne les joueurs physiques et rapides. Mais ça a un intérêt à long terme, c'est que, du moins ce choix n'est pas anodin, puisque en effet, ça a un effet sur les futurs potentiels transferts des clubs professionnels. Et aujourd'hui, donc, on appelle ça, c'est la division internationale du travail, c'est qu'en gros, les centres de formation français recrutent des joueurs rapides et physiques pour pouvoir les vendre plus tard et évidemment se faire des bénéfices sur les joueurs. D'accord ? Donc, alors, par exemple, Éric Morin parlait ce matin, le mérite, c'est le talent plus l'effort, plus la chance, et dans le foot c'est particulièrement vrai, c'est plus la chance, il faut être là au bon moment, etc. Et donc on a interviewé un scout du Paris Football Club qui racontait, donc qui recrute essentiellement en Île-de-France, et qui racontait, il y a tellement de bons joueurs en Île-de-France que même s'ils en loupent un, c'est pas très grave. Et donc c'est pas très grave pour le club parce qu'il y en a un autre qui se présente derrière, mais finalement pour le jeune joueur, il est éliminé directement. Voilà. Donc ces mauvais jugements sont souvent liés à l'endogamie du football, puisque c'est très très difficile de rentrer en effet dans le monde du foot, et notamment pour des académiques comme nous, où on a du mal à communiquer avec les centres de formation et les clubs professionnels. Voilà. La troisième concurrence, c'est la concurrence avec la scolarité. Alors là, je vous parle d'un papier d'économistes allemands, en fait, qui se sont intéressés à l'arbitrage formation du football, scolarité, et qui ont été voir des jeunes joueurs. Donc en Allemagne, ça se passe un peu différemment d'en France, c'est que on rentre en préformation dans les centres de formation à partir de U12. Donc ils continuent leur scolarité, bien évidemment. Et en fait, en Allemagne, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 niveaux différents en fait de scolarité. Il y a le Gymnasium, qui est la filière des meilleurs, les Realschüler, le niveau intermédiaire, et la Hauptschüler, le niveau le plus basique, qui mène à l'apprentissage en entreprise. Et donc, ils ont regardé, en fait, comment les jeunes joueurs arbitraient en fonction de l'abandon de la scolarité et de l'abandon du foot. Et donc, évidemment, bon, c'est sans surprise, hein. Les résultats de l'enquête, c'est plus les joueurs avancent en âge, plus ils sont enclins à abandonner l'école, et plus ils surestiment leur probabilité de faire carrière. Donc en Allemagne, donc tout à l'heure je vous parlais de 10% de réussite quand on rentre dans un centre de formation en France à partir de U16. Là en Allemagne, U12, c'est 5%. 5% qui deviennent footballeurs professionnels. Deuxième point, les élèves qui sont dans la filière la plus élevée, donc gymnasium, sont les moins prêts à abandonner l'école. D'accord ? Donc ça, c'est un peu normal. Et quel que soit leur niveau scolaire, les jeunes joueurs des milieux populaires sont les plus enclins à quitter l'école, et également les jeunes issus d'immigration. Donc pour ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a le sociologue Stéphane Beau qui a travaillé sur l'origine sociale et ethnique, mais c'est très compliqué d'avoir des informations sur l'origine sociale des footballeurs. En gros, sa thèse, c'est qu'il dit que, par exemple, pendant la Coupe du Monde 98, les joueurs de l'équipe de France, c'était plutôt des joueurs issus de la classe moyenne inférieure, alors qu'aujourd'hui, évidemment, c'est des joueurs issus de classes très populaires. Et d'ailleurs, en France, de nombreux jeunes abandonnent leurs études pour se consacrer au foot. Donc ils se retrouvent la plupart du temps, ceux qui ont abandonné l'école pour jouer au foot, et ils se font éliminer, ils ne deviennent pas footballeurs professionnels, en général ils n'ont rien. Alors maintenant, une fois que les joueurs sont formés, je vais parler de la concurrence au sein des clubs. Donc vous voyez, là, le graphique, c'est la distribution en fait de l'âge en Ligue 1. D'accord ? En général, le mode, c'est autour de 22 ans. Mais vous voyez que la plupart des joueurs, ils sont plutôt jeunes. Et visiblement, il y a de l'écrémage. Bon, alors il y a aussi des joueurs qui partent à l'étranger et tout, mais si vous voulez, il y a une grosse représentation des joueurs qui ont entre 18 et 23 ans. Donc en gros, en Ligue 1, il y a 600 joueurs.
et en Ligue 2, 500 joueurs. Ça veut dire que dans les divisions professionnelles en France, il y a 1100 joueurs. Donc il y a une concurrence avec les coéquipiers, parce que dans chaque équipe, évidemment, les places sont doublées. Donc la concurrence est très rude. Il y a une concurrence avec les joueurs étrangers. En Ligue 1, aujourd'hui, c'est 50% de joueurs étrangers, donc ce qui est énorme, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Au début du professionnalisme, il y avait beaucoup de joueurs étrangers, notamment des pays de l'Est. Et puis ça s'est réduit au fil du temps, et puis depuis les années 80-90, ça remonte énormément. Et puis évidemment, il y a la concurrence la plus rude, c'est avec soi-même, c'est qu'il y a de nombreux joueurs qui ont des blessures. Voilà. Et donc cette concurrence, plus l'équipe participe à des compétitions internationales, plus ces concurrences sont exacerbées. Et évidemment, ces expositions au niveau international ont un effet sur la carrière salariale. Donc les joueurs changent de club pour pouvoir être exposés internationalement, pour avoir une carrière salariale, mais ça a aussi des effets pervers pour les recruteurs. Alors là, c'est un petit exemple qu'on vous a donné, c'est que bon, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en 1992, le Danemark a remporté l'Euro alors qu'ils n'étaient pas qualifiés. Ils ont remplacé la Yougoslavie qui a été exclue à cause de la guerre. Et puis, il y a un joueur qui s'appelle John Jensen. Je suis sûr que personne s'en rappelle. Donc, il a fait gagner le Danemark grâce à un super but. Et en fait, Arsenal, donc le club anglais de Londres, a recruté ce joueur. Et donc, comme il avait marqué ce super but, il a été recruté. Et en fait, en restant 3 ans à Arsenal, si je me rappelle bien, il a fait 98 matchs et il a marqué qu'un seul but. Et donc, ils avaient même un t-shirt en disant « J'étais là quand Jensen a marqué son but ». Donc, vous voyez, il y a à la fois un effet positif sur la carrière salariale, l'internationalisation, mais il y a aussi un effet pervers sur le problème de recrutement des clubs. Voilà. Alors là, je rentre directement sur l'effet de la concurrence. Ça va, je ne prends pas trop de temps. Bon, c'est bon. Donc sur la durée de carrière. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais en fait, cette concurrence, à la fois sur la formation, sur la concurrence au sein des clubs, ça entraîne des durées de carrière très faibles. Alors, il y a des économistes allemands encore qui ont analysé entre 1963 et 2003 la carrière des footballeurs professionnels. Alors en Allemagne, la professionnalisation elle date de 63 justement, donc très tardivement. Et donc ce qui est intéressant dans leur papier, c'est qu'ils ont des carrières complètes, c'est-à-dire ils ont observé 40 ans. Et donc leur résultat, c'est 1/3 des joueurs n'y a joué qu'une seule saison. 1 sur 12 y a joué plus de 10 ans ou plus. Donc la carrière d'un footballeur ne dure que 4 ans en moyenne, et 3,4 ans si on ne tient compte que si on ne tient pas compte des interruptions de carrière, c'est-à-dire des descentes, notamment des promotions-relégations dans les divisions inférieures. En Angleterre, il y a un autre papier aussi qui... Alors en Angleterre, le football professionnel, c'est les 4 premières divisions. Et dans ces 4 divisions professionnelles, la durée moyenne de carrière, c'est 6 ans. Et donc, en gros, 20% des joueurs sont renouvelés chaque année au sein des 4 divisions. Voilà, hop. Alors, pour la France, on a fait un petit travail avec un fichier de l'INSEE qui s'appelle le panel des ADS, qui permet de suivre les individus dans le temps. Donc, on a utilisé 213 joueurs entre 18 et 35 ans dans 42 clubs. Et donc, on a vu que 25% des joueurs changent d'employeur chaque année. Et entre 1998 et 2009, donc la durée de l'étude, du moins le temps de l'étude, la durée de carrière est en gros égale à 4 ans, et 5,4 ans si on tient aussi compte des promotions-relégations. Et 40% des footballeurs ont une carrière égale à 5 ans ou plus. Alors, on pourrait se dire que c'est que dans le foot, mais c'est pas que dans le foot, c'est dans tous les sports collectifs où la concurrence est rude. Donc vous voyez, sur le football, du moins le soccer aux États-Unis, c'est 3 ans et 2 mois. Pour la NFL, le football américain, c'est 3 ans et 5 mois, etc. Bon, je ne vais pas tous les passer, mais en gros, vous voyez que c'est entre 4 et 6 ans. Voilà. Et donc, alors ça, ça marche aussi pour le football féminin. Donc, vous voyez le papier dont je vous ai parlé sur les Allemands. Donc, c'est la distribution de la durée de carrière des joueurs. Donc, je vous avais dit que pratiquement 1/3 des joueurs en Allemagne avaient une durée de carrière de 1 an.
Donc, si on compare avec la D1 féminine, donc ce qui est bien avec la D1 féminine, c'est qu'on a réussi à récupérer 30 ans de carrière des footballeuses. Et vous voyez, quand on fait le graphe, c'est exactement pareil. Alors que finalement, la concurrence sur le football féminin est beaucoup plus faible pour l'instant. Alors, je vais terminer sur un effet que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle l'effet d'âge relatif. Donc, ou que vous connaissez d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que c'est que cet effet d'âge relatif? C'est la référence à l'avantage qu'ont les individus nés plutôt au sein d'une cohorte. D'accord? Donc, en gros, c'est évidemment aujourd'hui c'est une année puisque les catégories d'âge vont du 1er janvier au 31 décembre. Mais dans certains pays, ça va du 1er septembre au 31 août. Et puis en France, jusqu'en 95, pardon, ça allait du 1er août au 31 juillet. Donc, qu'est-ce que c'est que cet effet? Donc, c'est l'effet d'âge relatif existe parce qu'il y a des disparités en termes de développement physique. Donc, les meilleures performances, notamment la vitesse, la taille et la coordination corporelle, sont corrélées avec l'âge. Donc, on a tendance à sursélectionner les joueurs qui sont nés au début de l'année, au début de la catégorie. Bon, aujourd'hui, c'est au début de l'année. Donc, en évaluant mal la maturité et la capacité des jeunes sportifs, les éducateurs peuvent engendrer des prophéties autoréalisatrices en privilégiant les enfants nés en début d'année. Donc, les joueurs nés peu après la date limite sont plus susceptibles de prendre confiance en eux et les plus jeunes sont susceptibles de se démotiver. Donc, les joueurs nés tôt par rapport à leur catégorie d'âge ont une probabilité plus élevée que les joueurs nés tard, tard d'être identifiés comme étant talentueux par les recruteurs et donc de devenir des sportifs professionnels. Alors, ces effets, je vous montrerai le tableau juste après, sont très accentués dans les sports populaires et masculins. Donc, évidemment, puisque la concurrence est beaucoup plus rude. Et donc là, on voit le petit schéma, comment ça se passe. C'est des effets entre les éducateurs, les parents et les jeunes. D'accord. Donc, il y a l'effet Pygmalion, donc, qui est la prophétie autoréalisatrice qui améliore la performance du fait d'une croyance en sa réussite venant d'une autorité. Donc, l'éducateur, évidemment, a un effet sur le joueur, mais il a aussi un effet sur les parents. Parce que les parents jouent bon, j'en ai pas parlé, mais les parents jouent un rôle fondamental aussi sur la sélection des joueurs. Après, hop, voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle l'effet Mathieu. Donc, c'est un mécanisme par lequel les plus favorisés tentent à accroître leur avantage sur les autres du fait qu'on leur donne plus. Donc, c'est lié au Saint Mathieu. Donc, les parents qui ont un enfant qui est meilleur que les autres vont avoir tendance à le privilégier, etc. Et puis, il y a le troisième effet qui est directement lié au jeune lui-même, qui s'appelle l'effet Galatée. Donc, plus les individus sont convaincus de leur capacité, plus ils se réalisent. D'accord. Alors, donc, je vous montre le tableau. Donc, vous voyez, ce tableau, en gros, c'est pour les saisons 2018-2019. Donc, pour la D1 féminine, pour le championnat de football féminin américain et puis pour la Ligue 1 française. Et donc, on regroupe les individus qui sont nés en fonction de leur trimestre de naissance. Et puis, on voit que, par exemple, pour la Ligue 1, 36% des joueurs professionnels sont nés au premier trimestre, contre simplement 17% au quatrième trimestre. Alors, ça marche sur tous les sports. Il y a plein d'études depuis le milieu des années 80. La première, c'était sur le hockey sur glace au Canada. Et dans tous les sports où il y a une forte concurrence, cet effet marche. Donc, et alors, vous voyez, pour les filles, finalement, ce qu'on voit, c'est que la concurrence, pour l'instant, elle n'est pas très forte, puisqu'il n'y a pas d'effet d'âge relatif. Et en gros, c'est plutôt réparti uniformément en fonction des trimestres. Donc, je vais passer la parole à Luc, qui va continuer sur la segmentation et l'effet super. Merci. Alors, ça marche. Donc moi, je vais vous parler de l'aspect financier du marché du travail des footballeurs. Donc je vais vous parler d'argent. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées à travers l'argent des footballeurs, notamment les salaires des footballeurs. On en a entendu parler ce week-end, par exemple, avec la prolongation du joueur Mbappé. Mais effectivement, si je veux résumer un petit peu tous ces avis, etc., voilà, ce qui me vient en tête, c'est
C'est donc la déclaration d'Anne-Sophie Lapix au journal de 20h, juste avant l'ouverture de la Coupe du Monde, qui disait « On va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon ». Donc c'est vrai que, même si c'est repris après, ça résumait beaucoup de ce que pensaient beaucoup de gens, mais d'un côté, c'est quand même un peu méprisant, et c'est quand même une vision très, très simpliste. Alors l'objectif de notre propos, c'est de prendre un petit peu du recul par rapport à cette ancienne à la mode, et puis d'essayer d'analyser le fonctionnement du marché du travail des footballeurs, sans y mettre trop de morale, sans y mettre de morale, mais on va y mettre du sens économique. Alors on a vu déjà avec l'exposé de Richard, c'est qu'il y avait c'était déjà un marché très 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 sélectif. Il y a très peu il y a beaucoup de prétendants, il y a très peu d'élus. On a parlé de 0,05%. Alors, si on regarde le marché du travail des footballeurs, c'est la première chose qui le qualifie, c'est ce qu'on appelle un marché qui est segmenté. Alors, je vais revenir un petit peu sur la façon dont ce marché fonctionne. Mais c'est vrai que si on analyse le marché des footballeurs, le point effectivement important dans l'histoire du marché du football, c'est donc 1985. Il y a une décision de la Cour de justice européenne, de l'Union européenne, qui va libéraliser le marché du travail des footballeurs. C'est-à-dire qu'avant 1985, c'est ce qu'on appelle l'arrêt Bosman, avant 1995, les clubs de foot en Europe n'avaient le droit d'embaucher que 3 étrangers. Et là, ça ne va plus être le cas, c'est-à-dire tous les joueurs issus de la communauté européenne vont pouvoir jouer dans tous les clubs européens. Ce qui fait qu'effectivement, le marché du travail des footballeurs en Europe va complètement se libéraliser. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, les caractéristiques du marché du travail des footballeurs, du marché des footballeurs, c'est qu'un, donc effectivement, il est complètement international. Alors, quand je parle international, c'est surtout l'Europe, puisque l'argent du foot, il est essentiellement en Europe. Les footballeurs vont être très mobiles d'une équipe à l'autre. C'est un marché sur lequel il y a une très très forte mobilité du travail. Et la troisième caractéristique, c'est que c'est un marché qui est efficient. Alors pourquoi c'est efficient ? En ce sens que, si vous regardez par exemple la corrélation entre les salaires qui sont versés dans les clubs et puis les performances sportives, il y a une très très forte corrélation entre les deux. D'accord ? Donc si vous voulez gagner, il faut payer les joueurs, et donc il faut donc affecter une grosse part de votre budget à la masse salariale. Donc ça, c'est les 3 caractéristiques. Et la façon dont ce marché, qui est relativement parfait, entre guillemets, c'est un marché qui est segmenté. Donc la théorie de la segmentation du marché du travail. Alors, comment se caractérise un marché du travail segmenté ? Donc, vous avez donc 2 segments. Un segment qu'on appelle primaire supérieur, où là, vous allez avoir des joueurs qui sont assez peu nombreux, qui sont demandés par de très nombreux clubs. Et donc, les joueurs sont, d'une certaine manière, en situation de monopole pour négocier leur salaire. La conséquence du fonctionnement de ce segment, c'est que les footballeurs vont réussir à négocier de très, très hauts salaires avec des carrières qui sont souvent assez longues, des contrats qui sont assez longs. Et d'un autre côté, vous avez donc, de l'autre côté de cette dualité, vous avez donc un vaste segment secondaire où là, vous allez avoir des joueurs qui sont très nombreux, qui sont demandés par peu de clubs. Et là, on parle donc du point de vue des clubs, on va parler d'une sorte de quasi-monopsone qui va permettre donc de payer les joueurs beaucoup moins à des sommes beaucoup moins élevées et sur des contrats qui sont beaucoup plus courts. Donc voilà, et donc la première chose pour expliquer effectivement le fait qu'il y ait des joueurs qui soient très bien payés et d'autres beaucoup moins payés, c'est effectivement autour du fonctionnement de ce marché dual. Alors on peut ajouter aussi, on peut compléter un petit peu cette description du fonctionnement du marché du travail. Avec Richard, on en a discuté effectivement. Est-ce que effectivement les mégastars, on va dire les Mbappé ou les Messi au cours de l'intersaison dernière, est-ce que effectivement ça marche ? Est-ce qu'ils sont sur le segment primaire ou ils sont sur un autre segment où là vous avez très très peu de joueurs et très très peu de clubs qui peuvent se les offrir ? Moi j'ai tendance effectivement à dire que ça se rapproche plus d'un marché d'enchères ou d'un marché de l'art que d'un marché du travail. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand on a son Messi ou son Mbappé, c'est un petit peu comme si on s'achète son Picasso, quoi. Et donc, on va plutôt parler plutôt que de dualité, on peut parler effectivement de trialité du marché du travail. Ça nous permet d'expliquer à la fois donc le marché des joueurs un petit peu moyens, le marché
des très très bons joueurs et puis effectivement le marché des superstars. Donc finalement, pour résumer, pour reprendre la citation d'Anne-Sophie Lapix, il y a des joueurs qui ont des shorts qui sont un peu plus courts que les autres. Alors, si on regarde maintenant les salaires moyens, donc après on va parler à la fois de la moyenne et puis un petit peu de la distribution des salaires dans les différents championnats. Ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire moyen dépend effectivement du budget des différentes ligues. Plus votre ligue de football est riche, plus les salaires qui sont versés aux joueurs sont importants. Donc, de ce point de vue-là, la Première Ligue a un budget total de 6 milliards d'euros. Vous voyez, donc le salaire moyen, c'est le salaire moyen brut. Pour les footballeurs, en moyenne, c'est 3 millions, on va dire 3 millions 4 euros. Voilà. Ensuite, vous avez donc la Liga espagnole, donc 3 milliards 5 de budget global. Vous avez un salaire moyen qui est de 2 millions 5, etc. Donc, si vous regardez, oh merde, pardon. Alors, hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je vais. Hop là, voilà. C'est le. Voilà. Donc en Ligue 1, effectivement, on va dire, les 5 grands championnats européens, on les appelle le Big Five. Mais la Ligue 1, c'est un petit peu le dernier de la classe. Un budget de 2 milliards d'euros globalement pour les 20 clubs et un salaire moyen pour les joueurs qui est de l'ordre d'1 million d'euros. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas seulement la moyenne, mais c'est effectivement la médiane qui nous permet déjà d'avoir une idée de l'inégalité entre les différents joueurs. Donc, le salaire médian en Ligue 1, il oscille par an entre 420 000 et 480 000 euros par an. D'accord ? Donc, vous voyez que si vous multipliez donc, ce salaire médian par une durée de carrière moyenne qui est de l'ordre de 4 à 5 ans, on est à des sommes qui sont importantes, mais qui sont loin effectivement des sommes dont on entend parler tous les jours. Alors, je vous ai mis un autre exemple aussi, c'est la MLS, qui est donc la Major League Soccer, qui est le championnat de football, enfin pas de football américain, du football en Amérique du Nord, où là, vous avez donc 2 choses qui permettent d'expliquer le fait que les salaires ne soient pas très très importants. C'est le premier élément, c'est effectivement, le budget est beaucoup moins fort. Le soccer est beaucoup moins populaire aux États-Unis. Et puis aussi, c'est aussi lié aussi à l'organisation du marché du travail, puisque c'est la Ligue qui fixe donc un salary cap. Il y a une négociation entre les joueurs et les clubs pour déterminer la masse salariale, donc ce qu'on appelle le vrai salary cap. Et donc c'est au détriment, ces négociations se font au détriment des joueurs par rapport aux propriétaires des clubs. Donc effectivement, il y a un arbitrage donc salaire-profit qui va dans le sens du profit aux États-Unis, mais qui va plutôt dans le sens du travail dans les pays européens. Alors, si on regarde l'évolution, c'est-à-dire que depuis les années 90, la croissance de l'économie du football, elle a été forte. Si vous regardez l'évolution des chiffres d'affaires des principaux championnats européens, ça a souvent été une croissance à 2 chiffres en moyenne annuelle. Et c'est vrai que on peut dire que ce sont les footballeurs qui en ont profité, puisqu'il n'y a pas eu de renégociation, il n'y a pas eu de réarbitrage, on va dire, de l'arbitrage salaire-profit. C'est-à-dire que la part de la masse salariale, elle n'a pas bougé énormément. C'est-à-dire qu'elle se situe toujours entre 70 et 80% du budget des clubs. C'est-à-dire que ce qui a pour conséquence que finalement, les clubs de foot ne sont pas des entreprises qui sont rentables, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, par exemple, en France, les salaires ont été multipliés par 5 sur les 20 dernières années. Et donc, le deuxième élément, c'est que les inégalités entre les joueurs ont aussi augmenté. Et là, vous avez donc la part des salaires des 10% des joueurs les mieux payés dans le budget global. Donc, c'est-à-dire que les 10% des joueurs les mieux payés touchaient 40% du total des salaires en 2002, et aujourd'hui, on est à 54%. Donc finalement, c'est un peu à l'image de ce qui s'est passé dans la société, de ce que décrit Piketty et consorts, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des inégalités de salaire chez les footballeurs. Alors maintenant, il y a l'autre segment qui est intéressant, et dans le thème du colloque d'aujourd'hui, c'est effectivement le mérite. Est-ce que les superstars méritent leur très gros salaire, Donc on s'intéresse là vraiment non pas aux 1% les plus riches, mais aux 0,1% les plus riches, d'une certaine manière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les superstars, il y en a eu
on a l'impression que c'est récent, mais non, il y en a toujours eu des superstars. Hein. Il y a toujours eu des joueurs, hein, des joueurs emblématiques qui ont été payés plus que leurs congénères. Alors, je vais vous donner 2 exemples que j'aime bien. Le premier, c'est donc George Best. George Best, qui est un joueur nord-irlandais qui jouait à Manchester United, qui a été Ballon d'Or en 68, qui a gagné d'ailleurs la Coupe des clubs champions en 68 avec Manchester, et donc était en 68 le joueur le mieux payé, hein, en Europe. Et donc, pour vous donner une idée, il touchait à peu près, en valeur actuelle, il touchait à peu près 40 000 € par mois, hein, en valeur actuelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rapporter ce revenu sur le salaire minimum. Donc là, j'ai pris le salaire minimum français, par exemple, et donc ça représentait, par rapport au salaire minimum de l'époque, ça représentait à peu près 75 fois le salaire minimum de l'époque. D'accord ? Donc là, ce qui était déjà beaucoup. Maintenant, si vous regardez, on va regarder maintenant Messi, par exemple, qui gagne 72 millions d'euros juste en salaire, ça représente à peu près 6 000 fois le salaire minimum. Donc vous voyez qu'il y a eu effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une croissance exponentielle, hein, des salaires des superstars au cours du temps. Je vais prendre un deuxième exemple, là, pour les plus anciens, ils doivent connaître, c'est donc le match de la Coupe du Monde 70, donc à Mexico, entre donc les tenants du titre, qui sont les Anglais, hein, donc avec il y a trois mégastars, il y a donc Gordon Banks, il y a Bobby Charlton et puis Bobby Moore. Et du côté, les futurs champions du monde, les Brésiliens, donc avec toutes les stars, notamment Pelé. Hein, donc, et effectivement, le titre de Paris Match à l'époque, c'est donc 22 joueurs qui valent 5 milliards. Alors ça, que c'était 5 milliards d'anciens francs, ça représente à peu près 53 millions d'euros d'aujourd'hui. Donc vous voyez que pour 22 joueurs, c'est pas beaucoup. Mais ce qui nous intéresse, c'est un petit peu de faire le parallèle entre, donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer des joueurs un petit peu comparables à 2 époques différentes. Donc d'un côté, vous avez Pelé, et de l'autre côté, vous avez Neymar. Donc ces 2 joueurs qui jouent en numéro 10, qui sont brésiliens, qui jouent pour la sélection brésilienne, pour la Seleção, et qui ont été formés par le même club, hein, qui était Santos à l'époque. Donc alors, c'est difficile d'avoir le salaire que touchait Pelé à l'époque, mais bon, on a à peu près sa valeur de transfert au moment où il gagne la Coupe du Monde, c'est à peu près 10 millions d'euros d'aujourd'hui, et Neymar a été transféré donc, pour 222 millions. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a un rapport de 1 à 20, quoi. Donc, et le salaire annuel de Neymar, aujourd'hui, c'est donc 95 millions d'euros, donc 70 millions de salaire, plus 25 millions de droits à l'image, etc. Donc vous voyez que c'est intéressant, c'est de voir deux joueurs à peu près qui se ressemblent au niveau de talent, mais effectivement qui gagnent des sommes complètement différentes. Tout ça parce qu'ils n'ont pas joué à la même époque, donc il y a aussi le facteur chance là-dedans, d'accord ? Ils n'ont pas joué à la même époque, pourquoi ? C'est parce que, Pelé a fait toute sa carrière à Santos, puisque effectivement le marché n'était pas très, très, très libéré, et Neymar a pu bénéficier de cet arrêt Bosman, et donc de venir jouer en Europe. Alors, pour expliquer, on va maintenant faire un détour par la théorie économique, pour expliquer ce salaire du superstar, il y a deux théories, on va dire, il y a 2 modèles. Le premier, donc, c'est donc l'économie des superstars, c'est dû à Sherwin Rosen, qui explique un petit peu ce qu'il appelle l'effet Pavarotti. Alors, l'effet Pavarotti, c'est quoi ? Le principe, c'est de dire, si vous arrivez à classer en termes de talent Pavarotti par rapport aux autres chanteurs, eh bien, si Pavarotti a 5% de talent en plus, eh bien, c'est lui qui va ramasser toute la mise. Pourquoi ? Parce que quand vous allez acheter un CD chez votre disquaire, enfin, si ça se fait encore, eh bien, vous allez prendre donc, le disque de Pavarotti, mais vous n'allez pas prendre celui qui a 5% de talent en moins, quoi. Donc ça veut dire que c'est Pavarotti qui va rafler toute la mise, c'est ce qu'on dit le winner takes all. D'accord ? Et donc cette théorie, on peut l'appliquer donc, au salaire des superstars dans le foot. Alors, comment ça marche ? Effectivement, l'effet superstar, ça remet en cause un petit peu le fonctionnement du marché du travail classique. C'est-à-dire que dans le marché du travail classique, chez les économistes, eh bien, on est payé à sa productivité marginale. D'accord ? Mais là, on voit bien que, dans le cas de Pavarotti, eh bien, ce qui va toucher sur la vente des disques, ça va au-delà de sa productivité marginale, puisqu'il va toucher bien plus que les 5% supérieurs par rapport au deuxième chanteur le plus doué, quoi. Et donc on peut dire que bien la caractéristique de la courbe des salaires en fonction du talent, elle va être fortement exponentielle, quoi. C'est-à-dire qu'un petit supplément de talent va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent, hein.
Donc quelque part, ça veut dire que la conséquence, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'autres joueurs qui vont gagner moins que leur productivité marginale. D'accord ? Donc c'est le principe de la prime au gagnant, du winner takes all. Donc pourquoi ça marche comme ça ? Donc effectivement, il y a une forte convexité du marché du travail. Ça s'explique aussi par le fait qu'il y a finalement peu de substituabilité entre les très très bons joueurs et puis ceux qui sont un peu en dessous, quoi. C'est-à-dire que les clubs, ce qu'ils veulent, c'est avoir vraiment le meilleur, quoi, hein, d'accord ? Et donc, quelque part, les joueurs sont un peu en situation de monopole. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est lié donc à un autre économiste, hein, qui est Moschle Adair, c'est donc de dire que même à talent identique, eh bien, on peut quand même expliquer certains salaires de superstars à travers leur popularité. Donc il y a deux hypothèses concurrentes qui jouent, soit c'est le talent, soit c'est la popularité. Alors je vais finir par ça, pour vous donner quelques exemples. Donc on peut tester, c'est vrai qu'en théorie, en économie, on peut tester cette théorie. Donc ça a été fait donc, sur le marché italien. Donc là vous voyez effectivement la caractéristique d'un marché segmenté. Vous avez donc, ça c'est donc la courbe donc d'un marché pour une quelconque profession, et ça c'est les marchés des footballeurs en Italie. Donc vous voyez qu'effectivement il y a la queue de la distribution, hein, il y a vraiment elle est épaisse parce qu'effectivement il y a des superstars. D'accord ? Donc eux, ce qu'ils arrivent à montrer, c'est qu'à travers donc toute une batterie de statistiques qui permettent de mesurer le talent, eh bien, ce qu'ils mettent en évidence, hein, c'est le fait que, bien, effectivement, une toute petite différence de talent, eh bien, explique des grosses différences de salaire. Donc ça, c'est effectivement, ça va dans le sens de la théorie de Rosen. Deuxième exemple, hein, donc c'est Johan Cruyff, qui est un joueur aussi des années 70, hein, de la Coupe du Monde 74. Donc en 83, il se fâche avec son club de formation, son club de cœur, c'est l'Ajax d'Amsterdam. Et donc en 83, bon, il a un petit différend avec l'Ajax d'Amsterdam, et donc il lui refuse sa prolongation de contrat, et donc il va signer chez le rival, mais vraiment un rival qui s'appelle le Feyenoord de Rotterdam, et c'est vraiment deux clubs rivaux. Donc c'est un peu comme si Mbappé avait été à Marseille, hein, donc, pour vous résumer. Donc grosso modo, donc il y a un article de Van Oors, hein, qui montre que effectivement, la présence de Cruyff sur le terrain a amélioré à la fois les performances de l'équipe et a permis aussi d'augmenter les affluences des matchs à domicile. Et donc, ce qu'il en déduit, c'est le fait que, étant donné que l'Ajax et Feyenoord sont des rivaux sur le terrain, ça ne peut pas être dû à la popularité de Cruyff, puisque bon, il n'est pas très populaire à Rotterdam, simplement, et donc on en déduit que c'est simplement dû à son talent. Dernier exemple, c'est donc souvent les anciennes stars européennes vont finir leur carrière aux États-Unis. Hein. Donc, ce qui est intéressant à regarder, c'est effectivement l'effet, et ça ils aiment bien regarder ça, c'est l'effet finalement du fait d'embaucher des superstars sur les affluences au stade. Et donc il y a aussi une étude de Todd J. Weil, hein, sur l'impact des stars sur les affluences au stade. Donc il prend 7 joueurs, hein, donc David Beckham qui est un joueur anglais, Thierry Henry qui est quel joueur français, bon je ne vais pas les citer tous, mais il y a aussi donc Blanco qui est un joueur mexicain. Et ce qu'il montre, c'est que finalement, si on analyse un petit peu l'impact de tous ces joueurs, c'est qu'il y en a que deux qui ont un impact sur les affluences, c'est Blanco et Beckham. Alors pourquoi? Effectivement, là, on peut se dire que Henry, il a sans doute plus de talent que les deux autres, mais effectivement, il est beaucoup moins populaire aussi. Donc pourquoi? Parce que bon, Beckham, c'est le mari d'une Spice Girl, on va dire, et puis Blanco, c'est parce que c'est un Mexicain, et donc effectivement, il a une grosse popularité au sein de la communauté hispanique aux États-Unis. Donc vous voyez, donc là aussi, hein, c'est pas tout ça, ce débat n'est pas tranché. Hein, on peut expliquer effectivement les salaires de superstars par leur talent, mais aussi par leur popularité. Alors juste pour terminer ce débat et pour lancer un petit peu le débat, c'est vrai que cette idée que les footballeurs gagnent trop d'argent, c'est vrai qu'on c'est souvent c'est relaté dans la presse. Hein. Là, je vous ai donné quelques exemples. Dominique Seux, hein, qui dit effectivement parmi les 100 plus hauts salaires en France, on trouve 26% de sportifs. C'est faux d'ailleurs, parce qu'il s'est trompé, mais enfin peu importe. À peine moins que de grands patrons. On montre davantage du doigt les seconds que les premiers. Donc voilà, donc c'est toujours la légitimité des footballeurs par rapport aux grands patrons.
Luc Ferry, dans un article du Figaro, qui dit « Ce qui est certain en tout cas, c'est que je n'aperçois aucun leader politique, y compris à l'extrême gauche, pour hurler au scandale pour proposer qu'on en finisse avec ces inégalités insupportables au motif que l'utilité d'une institutrice ou d'un chercheur pour la société est infiniment supérieure à celle d'un footballeur. » Vous voyez, il y a quand même beaucoup de morale là-dedans. Et le dernier, donc, c'est un député, député PS, qui est adjoint à la mairie de Lille, qui lui va beaucoup plus loin. Tout aujourd'hui dans le football moderne transpire l'indécence. Il y a aussi des sociologues qui ont écrit sur Philippe Steiner a écrit par exemple sur les rémunérations obscènes, par exemple. Donc, lui, ce qu'il propose, c'est 2 mesures régulatrices. Donc, interdire l'achat et la vente de joueurs ressemblant à la vente d'esclaves. C'est complètement paradoxal, puisque dans les années 68, on a libéré effectivement le marché du travail à la demande des joueurs, donc, parce que justement, Copa déclarait à l'époque que les joueurs de foot sont des esclaves, et limiter la rémunération de ces derniers à 30 000 €. Moi, j'ai beau courage. Alors, comment on peut le justifier? Bon, juste un truc que j'ai lu donc, dans l'ouvrage que m'a transmis Pierre Michel, hein, c'est sur les talents. Hein. C'est-à-dire que, comment on peut justifier de telles inégalités sociales? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la théorie de la justice, mais effectivement, je l'ai un peu étudié dans le cas des inégalités de patrimoine. John Rawls, hein, qui dit que si on veut accepter les inégalités sociales, hein, ça doit satisfaire 2 conditions. Donc, elles doivent être attachées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous dans des conditions de juste égalité des chances. C'est vrai que d'une certaine manière, ce que vous a décrit Richard, c'est quand même, c'est quand même un marché quand même très, très, très sélectif. Et puis, elles doivent procurer le plus grand bénéfice aux membres des plus désavantagés de la société. Et c'est dans cette affirmation que Tranois, dans son bouquin, justement, explique la chose suivante. Quand Zidane marquait un but, le plus malheureux de la cité phocéenne voyait son bien-être progresser. On peut alors invoquer le principe de différence de John Rawls. Si l'expression des talents bénéficie aux plus malheureux et d'une manière générale à l'ensemble de la population, alors l'acceptation quelquefois considérable de différences de conditions de vie est validée. Et tout ça pour justifier le fait que on accepte plus les différences de salaire chez les footballeurs que chez les patrons, par exemple. Donc pour terminer, effectivement, c'est vrai, parce que si vous regardez, bon, là je vous ai mis trois images, c'est vrai que Richard a dit que j'aimais bien les images, oui. Donc là vous avez, donc c'est Georges Best, on voit bien effectivement le fait que ça provoque des vocations. Là vous avez effectivement, tu l'avais repris dans ton cours, Pierre-Michel, c'est la fresque qu'il y a donc à Bondy, hein, donc alors effectivement il y a aussi la marque de son sponsor, mais enfin on va passer là-dessus. Et puis il y a une fresque récente qui a été peinte donc à côté donc dans la banlieue de Buenos Aires, hein, donc à côté de la Bombonera qui est donc une banlieue pauvre, hein, de Buenos Aires. Donc voilà, merci beaucoup.